Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale de Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France qui nous rediffusent, les Indés radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. Voilà, deux parties dans cette matinale, vous en avez l'habitude maintenant. Dans un instant, je vais vous présenter le JT des territoires. Et puis un invité exceptionnel ce matin, dans Un homme, une femme, un territoire. On parlera de Bretagne aujourd'hui avec Michel-Édouard Leclerc, qui est PDG de l'enseigne de grande distribution. Édouard Leclerc, vous le connaissez, vous le voyez beaucoup dans les médias. Et puis deuxième invité de cette matinale, dans Territoire d'Info, l'invité politique aujourd'hui en direct, c'est Philippe Bas, le président de la commission des lois ici au Sénat. Il est sénateur LR de la Manche. Tout de suite, c'est le JT des territoires. Je vous y retrouve dans un instant. À tout de suite. On démarre ce journal avec les syndicats de la SNCF qui ont dévoilé hier soir le résultat de leur votation. 94,97% des votants sont contre la réforme de la compagnie prévue par le gouvernement. On va partir pour le Nord. Écoutez la réaction de Guillaume Verret, le secrétaire régional de l'UNSA ferroviaire du Nord-Pas-de-Calais, au micro d'Olivier Céleste pour WEO TV dans le Nord, justement. On est forcément content du résultat. Ça va bien sûr à l'encontre de ce qu'a dit le président Guillaume Pépi, à savoir 80% de cheminots en faveur de la réforme. L'entreprise a dit que ce ne serait pas jugé légitime, en sous-entendant en effet des probables problèmes sur des doubles votes, etc. Ce qu'on peut y répondre, c'est que la première chose, c'est que l'entreprise n'avait qu'à l'organiser elle-même, ce qu'elle n'a pas voulu, et je pense bien sûr qu'elle avait peur du résultat. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes reçus le 25 par le Premier ministre, et donc nous attendons que cette écrasante majorité de 95% de cheminots contre le projet de réforme soit entendue par le Premier ministre et que celui-ci revienne sur les éléments qui nous semblent la ligne rouge. Voilà, dans ce journal des territoires, les élus de la Nouvelle-Aquitaine ont eux aussi leur salon. Il se tient à Bordeaux depuis hier matin jusqu'à demain soir. Un rendez-vous biannuel. Et parmi les inquiétudes de ces élus, une certaine mainmise de l'État sur leur collectivité. Dans le viseur notamment la suppression de la taxe d'habitation qui pourrait peser sur leur autonomie financière. Certains y voient le retour d'un État centralisateur. Franck Poirot pour TV7 en Gironde, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Suppression de la taxe d'habitation, donc d'une partie de leurs ressources, suppression de 70 000 postes de fonctionnaires territoriaux d'ici 5 ans. L'État Macron veut-il mettre sous surveillance ou priver de toute marge de manœuvre les collectivités locales? C'est en tout cas le sentiment d'une majorité d'élus locaux de Nouvelle-Aquitaine présents au salon qui leur est dédié. Pour certains d'entre eux, cela s'apparente à du jacobinisme pur et dur où les décisions sont prises à Paris pour tous. Pour l'adjoint aux finances de la mairie de Bordeaux, Nicolas Florian, la vigilance doit donc être de mise pour ne pas se retrouver sous une certaine forme de tutelle de l'État. C'est effectivement les ressources fiscales, lesquelles, qu'est-ce qu'on fait de la taxe d'habitation, mais plus que à la limite tout ça, c'est aussi quels sont les véritables leviers et le pouvoir d'administration des collectivités et pas se retrouver dans une situation avant loi de décentralisation où les collectivités étaient sous la tutelle de l'État. C'est là-dessus qu'il faut être vigilant et qu'on doit se battre. Les gouvernements précédents sous le quinquennat Hollande avaient réduit drastiquement les dotations de l'État aux collectivités locales. Pour la ville de Bordeaux par exemple, cela s'était traduit par une baisse de 73 millions d'euros de budget entre 2013 et 2017. Pour le président de la Nouvelle-Aquitaine, l'actuel gouvernement va encore aller plus loin durant le quinquennat Macron. C'est qu'il faut aussi que nous ayons des ressources visibles, propres et dynamiques qui ne soient pas dépendants de Bercy qui va faire des coupes sombres tous les ans ou proposer un contrat financier qui est à tout prendre pervers. Dans le viseur d'Alain Rousset, le contrat passé entre l'État centralisateur et les collectivités territoriales, leurs dotations ne baisseront pas si elles s'engagent à ne pas augmenter de plus de 1,2% leurs dépenses de fonctionnement. Objectif réaliser 13 milliards d'économies d'ici 2022 pour l'État. Une aberration pour le président du conseil départemental girondin. Ce contrat ne tient pas compte de l'évolution démographique des territoires. La Gironde attire 20 000 habitants en plus par an. Cela signifie que le département devra se doter d'une douzaine de collèges d'ici 2024 et pourtant.
Il faut évidemment déployer aussi les personnels de restauration, les personnels d'entretien qui relèvent de compétences départementales. Ce sont donc forcément des moyens supplémentaires en fonctionnement. Donc l'État n'entend pas cette réalité-là. Je pense qu'il faudrait au moins prendre en considération la réalité de la croissance démographique d'un département comme la Gironde, qui est exponentielle, et faire à ce titre que nous ayons un petit peu plus de moyens et un petit peu plus de capacité à réaliser nos investissements et nos équipements. Les collectivités territoriales représentent 95% de l'investissement public en France, autant dire qu'elles jouent un rôle prépondérant dans l'économie. Ces élus locaux ne voient donc pas d'un très bon œil ce manque d'autonomie dans leurs finances vis-à-vis de l'État. On reste dans le sud, mais de l'autre côté, dissuader, rassurer, protéger, une mission quotidienne pour les sentinelles. Si les Toulousains sont désormais habitués à les voir patrouiller dans leurs rues, cela ne fait pourtant que 3 ans que ces militaires armés font partie de l'opération Sentinelle. Militaires de carrière, ils sont désignés de manière temporaire pour effectuer des missions de 2 mois le plus souvent, afin de surveiller les lieux touristiques, religieux, les gares et autres zones sensibles des villes à risque. Stéphanie Forgeois pour Via Occitanie. L'itinéraire, c'est toujours le même. Donc, ce que je vous demande, c'est de vérifier votre matériel avant qu'on parte. Il est devenu habituel de les voir patrouiller dans les rues de Toulouse. Et pourtant, cela ne fait que 3 ans que ces militaires armés font partie de l'opération Sentinelle. Mise en place en 2015, ce dispositif a pour but de dissuader, rassurer et protéger la population française au quotidien. Et s'ils sont une centaine en Occitanie aujourd'hui, c'est bien que la menace reste présente. Personne n'a oublié l'affaire Mera en particulier, et en particulier les militaires. On ne l'a pas oublié, ni à Toulouse, ni à Montauban. Il y a un terreau favorable dans la ville de Toulouse et à proximité immédiate. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles on a maintenu ce déploiement de sentinelles en complément des forces de sécurité intérieure. Militaires de carrière, ils sont désignés de manière temporaire pour effectuer des missions comme celle de sentinelle, afin de protéger les lieux touristiques, religieux et autres zones sensibles. En général, c'est des tournants de 2 mois. Ça peut varier en fonction des villes, entre les grandes villes ou là où on nous envoie. Et après l'évolution, on rentre dans nos régiments et on continue nos entraînements, notre formation. Au fil des années, on peut toujours apprendre à se perfectionner dans des domaines, dans différentes spécialités. Toujours chercher à être meilleur, s'entraîner toujours plus. Une opération en constante évolution qui se veut au plus près de la population. Mais comment sont-ils vus par les passants? En général, les gens viennent nous voir pour nous dire merci. Merci d'être là. Est-ce qu'ils se sentent rassurés par votre présence? Je pense que oui. Non, on ne peut pas dire que ça rassure, mais je pense qu'on les verrait plus souvent, on s'habituerait. Mais maintenant, on s'habitue, on les voit un peu partout en ville et c'est très bien. Il faut qu'ils soient là. C'est vrai que ça nous rassure, on se sent toujours un peu plus protégé quand on voit qu'on a une présence de professionnels avec des armes, tout ça, parce que voilà, ces temps-ci, il y a beaucoup d'attentats. En France, 10 000 hommes et femmes sont concernés par cette opération, dont 2 000 sont répartis sur tout le territoire de manière active. Une présence qui se veut rassurante face à la menace terroriste. Et maintenant en piste, avant l'oral du bac à Pluméliau dans le Morbihan se tenait la 2e édition hier du challenge interlycée de cartes électriques. Une trentaine de lycéens sont venus tester leur bolide fabriqué dans le cadre de leur formation. Un test grandeur nature avant de défendre à l'oral leur projet lors des épreuves, et oui, du bac. Karine Chevrolier pour TB Sud, la chaîne du groupe Le Télégramme. Bitume, mécanicien et cartes, rien d'étonnant ce mercredi matin sur la piste de Pluméliau. Et pourtant, les tours s'enchaînent sans bruit. Il s'agit d'un challenge entre 5 lycées bretons. Leur mission, transformer un kart thermique en kart électrique. L'objectif était au niveau performance, accélération et vitesse de retrouver à peu près les performances d'un karting thermique. En temps, donc les élèves disposent d'à peu près une centaine d'heures pour réaliser leur projet. Donc on va vraiment de toute la partie conception jusqu'à la partie réalisation. Donc ils utilisent des outils numériques pour représenter leur karting en 3 dimensions. Et puis ensuite, donc ils ont fait la partie réalisation. Et là aujourd'hui, on est dans la partie test. On va valider nos performances, quoi. Test de la vitesse ou encore de l'autonomie. Pour ces élèves en sciences et technologies de l'industrie et du développement durable, c'est l'aboutissement de plusieurs mois de travail. Le bouton de marche arrière ne fonctionnait plus, du coup on l'a réparé. Après on a fait des réglages de train, on a élargi le train arrière. Après on a fait un réglage du parallélisme afin d'avoir les roues droites. Et on a fini après par faire des réglages à l'aide de la console de commande pour pouvoir augmenter la vitesse en tours minutes. Et là on est surtout sur les réglages, donc on varie en fonction des tours minutes. Donc ce matin on a commencé à 3000 tours minutes et là on est rendu à 5000 tours minutes pour voir s'il va caler ou pas. Et pour l'instant ça se passe bien. Et les élèves n'ont pas à rougir de leur performance, avec pour certains des pointes à 80 km/h. Dans une semaine, ils présenteront chacun leur projet devant un jury pour une épreuve comptant coefficient 12 au bac.
Voilà, le JT des territoires se poursuit, il est préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, on fait la revue de l'actualité avec les unes de la presse quotidienne régionale. Et puis, je reçois notre invité ce matin, un homme, une femme, un territoire. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est Michel-Édouard Leclerc, le PDG de l'enseigne de grande distribution. Édouard Leclerc, il est notre invité ce matin. Merci, on se retrouve dans un instant. On démarre cette revue des unes de la presse quotidienne régionale avec l'Ardennais. Vous le voyez sur cet écran, oui, non, Parcoursup a tranché. Les lycéens ont reçu leur réponse de Parcoursup à leurs vœux. Il n'y a pas que des heureux chez les futurs bacheliers, notamment dans les Ardennes. Pour la Voix du Nord, une si longue attente à un mois du bac. Ils sont nombreux à attendre une place en fac, en BTS, dans les écoles. La Voix du Nord revient dessus aujourd'hui. Le Midi Libre. La une à droite, sur le côté, c'est Gérard Collomb. La ville doit cesser d'être un lieu d'affrontement. Le ministre de l'Intérieur répond aux questions du Midi Libre. Et puis un édito dans le Midi Libre de Yann Marek, le vote interne à la SNCF qui débouche sur un score à la Kim Jong-un, ringardise encore plus ses géniteurs. Comment imaginer qu'un autre chiffre pouvait sortir des urnes? Le ridicule s'empare désormais des leaders syndicaux. Pour Yann Marek dans le Midi Libre aujourd'hui. Pour la Provence, c'est l'affaire de la Busserine qui fait la une, bien sûr. Face à des calaques, tu joues pas aux héros. C'est le témoignage de policiers qui confient leur impuissance et leur résignation. Dans la cité, un soutien psychologique a été mis en place et c'est une enquête de la Provence aujourd'hui. On savait que ça allait péter, disent les habitants. Pour Ouest France, c'est une enquête sur la fin du diesel, avec un point d'interrogation. Le grand journal, le plus grand quotidien français, dirigé par François-Xavier Lefranc. Et puis pour la République du Centre, un des journaux du groupe La Montagne Centre-France, c'est un contrôle de plus en plus technique. Il s'agit bien sûr de ces conducteurs qui n'apprécient guère la hausse des tarifs et redoutent d'avoir davantage de réparations à entreprendre. Un contrôleur orléanais se veut rassurant dans la République du Centre, édition Orléans aujourd'hui. Et puis le Télégramme de Brest, mondial, le match des écrans à l'approche de la Coupe du Monde de foot. Les marques des téléviseurs et de grandes enseignes ont maintenant sorti le grand jeu pour séduire les potentiels clients, les promos, les grands écrans, les images en Ultra D. Tous les arguments sont valables pour faire la différence avec les concurrents. On va en parler dans un instant avec Hubert Coudurier. Bonjour. Bonjour, directeur de l'information du Télégramme justement et PDG de TBO et TB Sud qui sont les deux chaînes TNT, formidables partenaires de cette émission d'ailleurs de Bretagne. Et on reçoit avec vous ce matin sur ce plateau, dans Un homme, un territoire, Michel-Édouard Leclerc. Bonjour, un Breton. Bonjour. Vous êtes PDG de l'enseigne de grande distribution Édouard Leclerc. Et vous allez nous parler de plusieurs choses. On reviendra évidemment sur les problèmes de la grande distribution, mais vous avez créé le fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. On va y revenir dans un instant avec Hubert Coudurier. Et on va tout de suite regarder de quoi s'agit-il avec un sujet d'ailleurs de TBO, la chaîne d'Hubert Coudurier. On le regarde ensemble, on revient vers vous. Michel-Édouard Leclerc, notre invité ce matin. Ce fut le lieu du premier supermarché ouvert par Hélène et Édouard Leclerc. Une fondation d'art portant leur nom ouvre ses portes à Landerneau. Et pour célébrer l'événement, Michel-Édouard Leclerc a convié le grandiose Gérard Fromanger pour les premiers mois d'exposition. Et l'artiste ne s'est pas cantonné au simple rôle d'exposant. Quand il m'a présenté sa proposition, je dis bon, je vais réfléchir, c'est formidable, c'est très bien, mais il faut voir quelle était la ligne sur 10 ans par exemple, c'était quoi le fondement du truc. Et on a fini par le clarifier ensemble, à vrai dire. Après il a ses idées. Mais au départ, c'était un peu flou. C'était un peu plein de bonne volonté, d'enthousiasme, de ça, mais on a un peu serré les boulons, disons. Les dizaines de toiles colorées sont parfaitement mises en valeur dans cet espace digne des grands centres d'art parisiens. Une fierté pour Michel-Édouard Leclerc qui, en mettant l'entrée à 4 € en plein tarif, souhaite casser l'étiquette élitiste dont souffre souvent l'art contemporain. C'est des clichés, hein, mais permettez à un marchand de le dire qu'on va faire presque une mission de service public. Et c'est ça qu'on veut faire aujourd'hui. On peut le faire aussi. Leclerc, aujourd'hui, on peut le faire. On apporte à Landerneau, à la ville de Landerneau qui nous a fait naître, qui est à l'origine de notre réussite, mais on apporte en retour... vous savez, c'est les fils prodigues, quoi. On revient avec des artistes. Hein, La Fondation proposera 2 grandes expositions par an. Au mois d'octobre, les toiles de Gérard Fromanger laisseront la place aux œuvres de Yann Kersalé. Michel-Édouard Leclerc est notre invité dans Un homme, un territoire ce matin.
Alors, c'est un hommage, évidemment, à votre père, votre mère. Est-ce que vous avez le sens de la dynastie chez les Leclerc? Non, pas du tout. Non, de l'aventure, oui, de la création, de l'action, de l'engagement. Cet été, il y aura une exposition extraordinaire à Landerneau. Il y a un sculpteur qui s'appelle Henri Moore. Les Français connaissent bien Giacometti. On avait déjà fait à Landerneau une exposition de Giacometti. Et là, c'est un des plus grands sculpteurs du XXe siècle que nous allons recevoir au Capucin de Landerneau, aussi sur les quais à Landerneau. La ville accueille des statues de grand format, et même à Brest, au Capucin de Brest, là dominant le pont sur la rivière, sur Recouvrance. Donc ça va être une exposition magnifique. Berceau de la famille tout de même, Landerneau. Oui, c'est le berceau. On vous voit, sur ces images avec votre père. C'est le berceau de la famille. Landerneau, c'est aussi une capitale du mutualisme agricole. C'est une capitale des grandes coopératives de l'agroalimentaire. Et puis, c'est bien sûr a vu naître l'expérience Leclerc. Les images des Capucins de Landerneau. Votre père, qu'on appelait l'épicier de Landerneau, qui a suscité une très forte hostilité des milieux économiques et des commerçants quand il s'est lancé. Vous deviez être très jeune à l'époque. Comment vous l'avez vécu, cette espèce de rejet? J'ai suivi tout ça parce que les parents de mes copains, c'était les concurrents de mon père. C'était terrible pour les enfants. On vivait la rivalité entre formes de commerce, nous les enfants. Et donc je l'ai vécu. Et puis, mais en même temps, mon père et ma mère sont devenus pour moi des héros, quoi. C'est parce qu'il y avait une assise populaire très forte. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les élites contre Édouard Leclerc, qui voulait vendre moins cher, qui voulait réformer les circuits de distribution. Il s'attaquait aux bourgeois, il s'attaquait aux marges, aux rentes. Et en même temps, il a contribué à faire la modernisation de l'appareil de distribution. Et puis derrière, il a permis à des grands leaders agricoles comme Alexis Gourvenec, des grandes coopératives comme Savéol, comme Prince de Bretagne, d'accéder au marché de masse avec des produits de qualité. C'est les 30 glorieuses de la Bretagne. Hein, vous retrouvez un peu l'élitisme. Il y a eu une petite polémique à propos de la venue du président Hollande, de l'ex-président Hollande au centre Leclerc de Plérin. Dans l'espace culturel, Édouard Leclerc. Vous avez tweeté stop au parisianisme. Vous faites finalement un peu la même chose avec la Fondation, c'est-à-dire que finalement vous mettez à la portée du plus grand nombre de l'art, pas toujours moderne, mais enfin c'est pas accessible, et c'est rarement accessible en Bretagne. Oui, c'est-à-dire que par exemple, mes copains parisiens, que je dirais les sachants, les experts. Ça reste vos copains, rassurez-nous. Oui, mais bon, ils disent tu fais une exposition Giacometti, une exposition Miro, c'est facile, c'est des blockbusters. Non, c'est pas facile. Et puis même de leur vivant et même mort, ces artistes n'ont jamais été exposés de cette manière-là en Bretagne. C'est plus facile de faire venir François Hollande qu'on voit derrière vous? François Hollande, Nicolas Sarkozy, les hommes politiques viennent de nos espaces culturels, mais il y a ces espèces de phrases un peu condescendantes. Hollande, Sarko vont signer dans les espaces culturels Leclerc. Ben oui, mais ils viennent tous. Nous sommes le deuxième. Là, c'était Plérin dans les Côtes d'Armor, il faut le préciser. Mais Plérin dans les Côtes d'Armor, il y a un espace culturel très dynamique, et Leclerc est le deuxième libraire de France. Le deuxième libraire de France. Et donc, qu'on reçoive des gens qui écrivent des livres, même en Bretagne, n'en déplaise à la gentry parisienne. Vous avez été soutenu par les médias localement en Bretagne, bien sûr, mais par le Télégramme, bien sûr, mais par Ouest France, par les gens, nos médias locaux sont très militants, sont très activistes pour la culture en Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y a un désir de culture. Vous savez que c'est la région où il y a le plus de concerts pendant l'été. Les Vieilles Charrues, c'est 400 000 jeunes qui viennent à Rennes aussi, à Rennes, à l'Interceltique, et puis dans les livres Étonnants Voyageurs à Saint-Malo, la folle journée de Nantes en musique classique à Nantes. Vous avez c'est colossal. Dans les groupes de distribution, vous avez un peu une place à part. Oui. Votre père avait une dimension mystique. Vous-même, vous vous êtes beaucoup concentré sur la communication. Vous avez un message. C'est ce qui vous distingue des autres grands groupes de distribution qui, eux, sont beaucoup plus profil bas sur la communication. Oui, vous savez, le sobriquet, parce que c'était un sobriquet, Édouard Leclerc, l'épicier de Landerneau. Aujourd'hui, c'est gentil, ça fait nostalgique, etc. Mais à l'époque, c'était une manière de dire qu'il n'avait pas une vraie vision, que c'était pas un grand, que c'était pas un économiste. Et moi, on n'ose pas trop me le faire, parce que maintenant, le temps a coulé. Puis, à force de dire aussi que je ne fais que de la communication, nos concurrents se sont rendus compte qu'on est devenu le premier distributeur français, qu'on est les leaders sur le drive, qu'on est les meilleurs compétiteurs d'Amazon,
Et donc, je dis pas ça par prétention, mais donc on voit bien que c'est pas que de la com. Quand vous avez 127 000 salariés qui travaillent dans une enseigne et quand on crée 3 000 emplois par an, qu'on est l'enseigne préférée des Français, réduire ça à la com de province, des ploucs de province, les mecs ils se sont trompés et tant mieux quoi. Il y a une grande critique qu'on vous fait aujourd'hui, c'est peut-on indéfiniment faire baisser les prix? Finalement, vous êtes un libéral avant l'heure. Est-ce qu'on peut, on dit, ça conduit à prolétariser les producteurs? Quel est le juste prix? Où est-ce qu'on peut s'arrêter? La nouvelle loi agricole, justement, veut fixer... Ça fait beaucoup de questions. Hein. C'est un sujet complexe, mais qui est simple, finalement. Mais d'abord, il n'y a pas un prix. Nous sommes devenus le premier distributeur de vins fins en France. Il y a des vins d'entrée de gamme, et puis il y a des grands vins. Des vins bretons? Non, je plaisantais. Et on sait boire le bon. Hein, mais on est devenu le deuxième libraire, le premier bijoutier français, le premier voyagiste de la distribution. C'est pas en vendant des trucs dans des pochettes surprises quand même. Faut arrêter les conneries. C'est juste qu'il y a une notion qu'il faut tenir compte, c'est le pouvoir d'achat des Français. Les salariés français et les retraités n'ont pas vu leur pouvoir d'achat augmenter depuis 7-8 ans. Et si c'est le cas, c'est uniquement ceux qui sont au travail qui ont pu avoir 1% par an peut-être. Donc avec ça, c'est quand même important de ne pas lâcher les rênes et d'offrir des prix quand même accessibles, surtout si on veut aujourd'hui que les Français dans les états généraux de l'alimentation mangent plus bio, plus labellisé, que tout autre label qui permet de gagner plus d'argent pour l'agriculture. On ne peut pas à la fois leur dire il faut vous payer plus cher les produits courants, les produits bio, les produits labels, avoir de la téléphonie. Donc le pouvoir d'achat se réimpose à la classe politique française et au président Macron comme incontournable. Le fait de vivre la Bretagne, comme vous l'avez vécu, jeune, d'y être très attaché, est-ce que ça vous procure, vis-à-vis des politiques que vous rencontrez beaucoup, j'allais dire une forme de légitimité? Vous savez bien ce débat qu'il y a, le président Macron, déconnecté des territoires, etc. Est-ce que vous êtes devenu un interlocuteur, du coup, plus légitime? Je pense, oui, que quand je viens ici au Sénat ou à l'Assemblée nationale, il y a une qualité qu'on ne peut pas ne pas reconnaître, c'est le fait que nous sommes implantés dans nos terroirs. Les 600 chefs d'entreprise Leclerc, qui sont tous indépendants, sont tous attachés dans leur territoire, ils payent leurs impôts dans leur territoire, ils créent l'emploi au pays. Et donc, vis-à-vis des élus aujourd'hui, je pense que nous avons une représentation qui ne fait pas la légitimité politique, mais c'est une représentation qui fait que... vous n'êtes pas élu, mais vous êtes deux. Oui. On est deux Bretagnes, on est deux Landerneau, on est deux pays, et au fond, on est au cœur des gens, on est au cœur du système. Et donc là où on oppose souvent des concepts, nous on est pragmatiques et on leur dit, les prix bas, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais les prix élevés, ça tue l'emploi. Hein, Oui, mais enfin, il y a quand même un bras de fer permanent avec les politiques. En ce moment, il y a une loi agricole qui va être votée. On vous accuse de tous les maux, notamment d'étrangler les petits paysans, les petits producteurs, etc. Vous avez un peu tendance à dire parfois que les producteurs, les grands groupes agroalimentaires n'ont pas toujours anticipé, notamment la fin des restitutions. Entre nous, là, les débats à l'Assemblée nationale, vous croyez vraiment que c'est l'encadrement du prix des promos sur le Nutella et l'augmentation sur l'eau d'évian, le Coca-Cola, etc., qui va générer des marges supplémentaires pour les éleveurs bretons, finistériens, etc. Mais parce que la France a la prétention de fixer les cours mondiaux. On est dans l'enfumage total. Les politiques, aujourd'hui, les syndicalistes agricoles qui ont co-géré la politique agricole, les 135 milliards de subventions qu'ont payé les Français pour l'agriculture, ils sont passés où? Tous ces mecs-là sont responsables de la crise agricole. Les accords internationaux qui nous ont privés des débouchés en Russie, qui amènent la suppression des quotas laitiers, c'est pas Carrefour, Intermarché qui est à l'origine de ça. Donc cette manière de tacler la distribution, c'est une manière, au fond, de ne pas s'autocritiquer. Michel-Édouard Leclerc, cette médiatisation permanente, les réseaux sociaux, vous-même vous les utilisez, vous avez un blog, etc. Est-ce que ça nuit pas aussi parfois à votre image? Est-ce qu'on ne vient pas vous chercher du coup dès qu'il y a un problème? Alors, on rappelle le reblochon AOP vendu chez Leclerc, 7 jeunes enfants contaminés par la bactérie E. coli, l'affaire Lactalis en 2017, vous avez reconnu des défaillances. Est-ce qu'au fond, tout ça vous dessert pas? Tout ça m'oblige, c'est une responsabilité sociale. Mais on vient vous chercher, vous. Oui, mais c'est normal. Vous représentez des enseignes, parfois des franchisés, parfois des gens qui n'ont pas grand-chose à voir avec votre personne. C'est juste normal. 98% des pollutions, des contaminations, elles ont lieu dans les éleveurs.
élevage, elles ont lieu en amont, dans les abattoirs, etc. Mais le ramassage et l'interdiction de vente, ça se fait dans la distribution. Donc c'est dans la vitrine, dans la distribution qu'on voit ces produits, et les médias ne parlent des listeria, etc., qu'à travers le lieu où ils ont été achetés. Mais ils viennent vous voir, vous ? Mais non, on retire un produit par jour, et dans les médias, vous dites on retire un produit chez Leclerc, un produit chez Carrefour, etc. Parce qu'on ne dit pas on retire des produits qui ont été contaminés dans l'élevage de monsieur machin, dans les Alpes. Vous voyez, c'est juste et d'abord la loi organise ça, c'est-à-dire que la responsabilité civile pour que les consommateurs puissent porter plainte, intenter des actions, c'est le commerçant, c'est le pharmacien, c'est le dernier diffuseur, le dernier metteur en marché qui emporte la responsabilité. C'est pour ça qu'on parle toujours de nous. Et puis il y a une chose qui fait qu'on parle beaucoup de nous, c'est que nous sommes sans arrêt transparents. Moi, je communique toujours dès qu'il y a un problème, parce que ça fait partie du rapport de confiance avec les consommateurs. Alors il y a un système décentralisé, vous êtes président de l'association, mais finalement ça fonctionne un peu comme des franchises, il y a simplement une centrale d'achat groupée. Est-ce que les nouvelles concurrences comme Amazon peuvent être déstabilisantes pour vous ? Oui, toute concurrence, évidemment, vient changer, empêche la rente, empêche l'embourgeoisement, mais c'est aussi nous qui déstabilisons les autres. Hein. Et puis il y a le digital, il n'y a plus de disquaires parce qu'aujourd'hui, la musique se vend sur le cloud, se vend sur Spotify. Et les livres aussi. Et les livres résistent plus parce que les éditeurs ont fait des énormes efforts avec des jaquettes sympas. C'est aussi un joli produit, le livre qu'on a envie d'avoir en main. Culturissimo, votre prix littéraire. Et Culturissimo, c'est un festival qu'on a organisé, nous les provinciaux. C'est pas à Saint-Germain, c'est pas à Paris. Donc dans 50 villes de France, les espaces culturels avec leurs élus, avec leurs collectivités locales, les associations, louent des espaces un peu sympas. Il y a une cinquantaine d'artistes de l'Académie française, du cinéma, Françoise Fabian, Hippolyte Girardot, qui descendent... Dominique Blanc, qu'on a vu derrière vous. Blanc, et qui viennent faire des lectures de livres contemporains, Zénitheur, Le Clésio, etc. Et c'est une manière d'apporter de la vie culturelle auprès des populations qui demandent ça. La population française est avide d'événements culturels, d'apprendre, et donc il faut que nos provinces, nous organisions nos propres rencontres culturelles. Merci Michel-Édouard Leclerc, vous êtes PDG de l'enseigne de grande distribution Édouard Leclerc, et on a parlé de ce fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la culture à Landerneau. Vous y tenez en Bretagne avec cette exposition Henri Moore qui arrive à partir du 10 juin. Voilà. Et venez passer l'été à Landerneau, c'est magnifique. Et on viendra et on suivra aussi les conseils du Télégramme dont vous dirigez l'information. Sur les bonnes plages, pour aller sur les bonnes plages. Merci Hubert Couturier, un régulier de cette émission, partenaire de Territoire d'Info et du Journal des Territoires. Dans un instant, c'est notre invité politique de 8h en direct, Philippe Bas, qui est président de la commission des lois au Sénat, sénateur LR de la Manche. Mais tout de suite, c'est la météo des territoires, ça va vous intéresser, le temps qu'il fait en France, mais aussi dans les départements français d'Amérique, de l'océan Indien, du Pacifique et des Caraïbes. Unique sur la TNT, on la regarde ensemble. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.